Lecture audio du conte Le livre d'images de Parrain de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Parrain savait conter beaucoup de longues histoires. Il savait découper et dessiner des images, et quand Noël approchait, il prenait un cahier de pages blanches sur lequel il collait des images prises dans des livres et des journaux. Si cela ne suffisait pas pour ce qu'il voulait raconter, il en dessinait lui-même. J'ai eu quand j'étais petit plusieurs de ces livres d'images, mais le plus beau de tous était celui de l'année mémorable où Copenhague eut le gaz à la place des vieilles lanternes à huile. Et c'était signalé sur le feuillet de tête. Il faut conserver précieusement ce livre-là, disaient père et mère. On ne doit le sortir que dans les grandes occasions. Sur la couverture, Parrain avait écrit « Déchirer ce cahier, cela n'est pas bien grave. D'autres petits amis ont fait pis que cela. » Le plus beau, c'était quand le parrain exhibait le livre lui-même, lisait les vers et ce qui était écrit en plus, et en ajoutait beaucoup. C'est alors que l'histoire devenait une vraie histoire. Il y avait sur la première page une image découpée dans le courrier volant, où l'on voyait Copenhague avec la tour ronde et l'église Notre-Dame. À gauche était collée une image qui représentait une vieille lanterne. Au-dessus était écrit « huile ». À gauche était un réverbère, au-dessus était écrit « gaz ». « Voyez, c'est l'affiche, dit Parrain. C'est l'introduction à l'histoire que vous entendrez. Elle aurait pu aussi être comme une comédie complète, si l'on avait pu mettre « Huile et gaz » ou « La vie de Copenhague ». C'est un très bon titre. En bas de la page, il y a encore une petite image. Elle n'est pas trop facile à comprendre, aussi je vais vous l'expliquer. C'est un cheval de L. Il aurait dû ne venir qu'à la fin du volume, mais il a couru en avant pour dire que ni l'introduction, ni le corps du cahier, ni le dénouement ne valent rien. Il aurait pu faire mieux, s'il l'avait pu. Je vous dirai que le cheval de L est à la tâche dans le journal, toute la journée. Il marche sur des colonnes, comme on les appelle, mais le soir il s'échappe et se place à la porte du poète et hennit, afin que l'homme qui est dans la maison meure tout de suite. Mais il ne meurt quand même pas, s'il a vraiment de la vie en lui. Le centaure est presque toujours un pauvre diable qui ne peut pas éclaircir ses idées, ni trouver un gagne-pain, et qui doit gagner de quoi vivre en circulant et hennissant. Il n'aime pas du tout, j'en suis persuadée, le livre d'images de Parrain, mais il mérite bien quand même de figurer dans le papier du cahier. Voilà, c'est la première page du livre, c'est l'affiche. C'était précisément le dernier soir où furent allumées les vieilles lanternes à l'huile. La ville avait le gaz et resplendissait, et les vieilles lanternes étaient tout à fait éclipsées. J'étais moi-même dans la rue ce soir-là, dit Parrain. Les gens circulaient pour voir l'éclairage nouveau et l'ancien. Il y avait beaucoup de monde, et 2 fois autant de jambes que de têtes. Les veilleurs étaient tout tristes et ne savaient quand ils seraient renvoyés, comme les lanternes. Celles-ci songeaient au passé lointain, elles n'osaient penser à l'avenir. Elles avaient tant de souvenirs des soirées paisibles et des nuits sombres. Je m'appuyais contre un poteau de réverbère, dit Parrain. Ça crépitait dans la mèche et l'huile. J'entendis ce que disait le réverbère, et vous aussi allez l'entendre. Nous avons fait notre possible, disait le réverbère. Nous avons suffi à notre temps. Nous avons éclairé la joie et la douleur. Nous avons été témoins de bien des faits remarquables. Nous étions, pour ainsi dire, les yeux nocturnes de Copenhague. Que désormais des feux nouveaux nous remplacent et remplissent la fonction. Mais combien de temps ils éclaireront? Et qu'est-ce qu'ils éclaireront? On le verra. Ils brillent un peu plus que nous, autres vieux. Mais ce n'est pas une affaire. Quand on est coulé en réverbère à gaz et que l'on a des connexions comme ils les ont, ils communiquent entre eux. Ils ont des tuyaux de tous les côtés et peuvent puiser force dans la ville et hors de la ville. Tandis que chacune de nous, lanternes à huile, n'éclaire que par ce qu'elle a en elle, et non par action familiale. Nous et nos ancêtres avons éclairé Copenhague depuis des temps immémoriaux. Mais puisque c'est maintenant le dernier soir où nous éclairons, et où nous sommes ici avec vous dans la rue, en quelque sorte au second rang, ô brillants camarades, nous ne boudrons pas, et nous ne serons pas jalouses, non, au contraire, nous serons contentes et aimables. Nous sommes les vieilles gardes relevées par les hallebardiers, nouvellement créés, en meilleur uniforme que le nôtre.
Nous vous raconterons ce que notre famille, depuis notre arrière-arrière-grand-mère Lanterne, a vu. Toute l'histoire de Copenhague. Puissiez-vous, vous et vos successeurs, jusqu'au dernier réverbère, assister à autant de faits remarquables que nous, et les raconter, quand, un jour, vous serez congédiés, car cela vous arrivera. Vous devez vous y attendre. Les hommes trouveront bien un éclairage plus fort que le gaz. J'ai entendu un étudiant parler d'un bruit qui court. Il serait question de brûler de l'eau de mer. La mèche crépita lorsque la lanterne prononça ces mots. On eût dit qu'elle contenait déjà de l'eau. Parrain écouta, très attentif. Il réfléchit et trouva que c'était une excellente idée des vieilles lanternes, en ce soir de transition de l'huile au gaz, de raconter et représenter toute l'histoire de Copenhague. Il ne faut pas laisser échapper une bonne idée, dit Parrain. Je m'en emparais aussitôt, rentrer chez moi et composer pour toi ce livre d'images. Il remonte dans le temps plus haut encore que ne le pouvaient les lanternes. Voilà le livre, voici l'histoire. Vie de Copenhague. Elle commence dans la nuit sombre, une page noire de charbon. C'est l'époque ténébreuse. Maintenant nous tournons la page, dit Parrain. Vois-tu l'image? Rien que la mer furieuse et le vent du nord-ouest qui souffle. Il pousse de gros blocs de glace. Personne n'y navigue, sinon les grandes pierres qui se sont écroulées des fjeld sur la glace en Norvège. Le vent du nord-ouest souffle et la glace dérive. Il veut montrer aux montagnes allemandes quelle masse se trouve là-haut dans le nord. La surface de la glace est déjà dans le Sund, devant la côte de Seeland, à l'endroit où est aujourd'hui Copenhague. Mais il n'y avait pas alors de Copenhague. Il y avait sous l'eau de grands bancs de sable. Les blocs de glace avec les grandes pierres éboulées heurtèrent ces bancs. Toute la surface de glace s'arrêta. Le vent du nord-ouest ne put parvenir à la déplacer. Et alors il s'emporta autant qu'il le pouvait, prononça une malédiction contre les bancs de sable, ce fond de voleurs, comme il les appelait, et jura que si jamais ils s'élevaient à la surface de la mer, des voleurs et des brigands y viendraient, et des poteaux et des roues de supplice y seraient dressés. Mais comme il jurait et sacrait ainsi, le soleil parut, et sur ses rayons se jouaient et se balançaient des esprits doux et charmants, fils de la lumière. Ils dansèrent au-dessus des réfrigérants blocs de glace qui fondirent, et les grandes pierres éboulées tombèrent sur le fond de sable. Sale soleil, dit le vent du nord-ouest. Est-ce cela de la camaraderie et de l'esprit de famille? Je m'en souviendrai et me vengerai. Maintenant, je prononce l'anathème. Nous donnons la bénédiction, dirent les fils de la lumière. Le banc s'élèvera, nous le protégerons. Le vrai, le bien, le beau seront là chez eux. Vain bavardage, dit le vent du nord-ouest. Vois-tu, les lanternes ne savaient rien de tout cela, dit Parrain, mais je le sais, et c'est très important pour la vie de Copenhague. Et nous tournons la page, dit Parrain. Des années ont passé, le fond de sable s'est élevé. Un oiseau de mer est perché sur la plus grande pierre qui a émergé de l'eau. Tu vois ça sur l'image. Des années ont passé. La mer a jeté des poissons morts sur le sable. Les oyas tenaces ont poussé, se sont fanés, ont pourri, fourni un engrais. Des plantes diverses sont venues, le banc est devenu un îlot verdoyant. Les Vikings ont atterri. Sur l'îlot près de Seeland, la place était bonne pour les duels à mort et le fond de mouillage était bon. La première lampe à huile brûla. Je crois qu'on appuie des poissons dessus. Et les poissons ne manquaient pas. Le hareng parcourait le Sund par grands bancs. On avait peine à diriger la barque au-dessus d'eux. L'eau étincelait comme s'il s'y était produit des fulgurations. Les profondeurs brillaient comme l'aurore boréale. Le poisson du Sund offrait le bien-être. Aussi des maisons furent-elles construites sur la côte de Seeland. Les murs étaient de chêne et les toits d'écorce. Il y avait assez d'arbres pour cela. La lanterne à huile était accrochée dans le cordage ballotté. Le vent du nord-ouest soufflait et chantait. Wouh, wouh! Si une lanterne éclairait sur l'îlot, c'était une lanterne de voleurs. Pillards et voleurs opéraient à Tivzeux. Voilà que germe tout le mal que je voulais, dit le vent du nord-ouest. L'arbre viendra bientôt, dont je pourrai secouer les fruits. Et voici l'arbre, dit Parrain. Vois-tu la potence de Tivzeux?
Brigands et assassins enchaînés de fer y sont pendus, tels qu'ils le furent alors. Le vent soufflait et faisait cliqueter leurs longs squelettes, mais la lune les éclairait fort gaiement, comme elle éclaire aujourd'hui un bal champêtre. Le soleil aussi éclairait gaiement. Il désagrégea les squelettes brimbalants. Et sur les rayons du soleil, les fils de la lumière chantaient. Nous le savons, ce sera beau ici dans l'avenir. Tout ira bien et ce sera superbe. Nous le savons, ce sera beau ici dans l'avenir. Tout ira bien et ce sera superbe. Bavardage de linotte, dit le vent du nord-ouest. Et nous tournons la page, dit Parrain. Les cloches sonnaient dans la ville de Roskilde, où demeurait l'évêque Absalon. Il savait lire sa Bible et brandir son épée. Il avait la puissance et la volonté. Absalon voulait protéger contre les attaques les actifs pêcheurs du port, dont la ville croissait et devenait un centre de commerce. Il la fit asperger d'eau bénite, et Tifseux eut un emblème honorable. Maçons et charpentiers s'y mirent au travail. Un bâtiment s'y éleva sur l'ordre de l'évêque. Les rayons du soleil baisaient les murs roses à mesure qu'ils s'élevaient. La maison d'Axel était là, debout. Châteaux à tours, hauts renommés, escaliers, belles ensaillies, bouh, ouh, vent du nord-ouest, gonflant les joues, siffla, souffla, le château tint quand même. Et devant lui était Hafne, le port des marchands. Séjour d'Ondine au lac poli, bâti au milieu des bois verts. Les étrangers y vinrent et achetèrent beaucoup de poissons, construisirent des boutiques et des maisons avec des vessies tendues aux fenêtres. Le verre était trop cher. On eut des entrepôts avec pignons et treuils. Vois-tu les vieux commis dans les entrepôts? Ils ne doivent pas se marier. Ils font commerce de gingembre et de poivre, les commis au poivre. Le vent du nord-ouest souffle à travers rues et ruelles, soulève la poussière, arrache aussi parfois un toit de chaume. Vaches et cochons suivent le ruisseau de la rue. Je vais étouffer ça, l'abattre, dit le vent du nord-ouest. Je gronderai autour des maisons et de la maison d'Axel. Je ne peux manquer mon coup. Ils appellent ça le château fort de Tufzeux. Et Parrain en montra une image qu'il avait dessinée lui-même. Sur la muraille étaient dressées des perches, toute une série, et chacune portait la tête d'un pirate fait prisonnier, qui montrait les dents. C'est réellement arrivé, dit Parrain. C'est bon à connaître et bon à comprendre. L'évêque Absalon était dans sa salle de bain et entendit à travers la cloison qu'un navire flibustier arrivait. Il sortit du bain d'un bond, courut à son bateau, souffla dans la corde et l'équipage arriva. Les flèches volèrent dans le dos des pirates. Ils voulaient se sauver, ils ramaient à toute force. Des flèches leur percèrent les mains et ils n'eurent pas le temps de les arracher. L'évêque Absalon les fit prisonniers tous et leur coupa la tête. Les têtes furent placées sur le mur d'enceinte du château. Le vent du nord-ouest soufflait à pleine joue, avec une gueule d'orage, comme disent les marins. Je vais m'étendre là, dit le vent. Je vais me reposer et regarder tout ce bazar. Et il se reposa des heures, il souffla des jours, et des années passèrent. Le veilleur apparut sur la tour du château. Il regarda vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, vers le nord. Tu as cela sur l'image, dit Parrain. Et il le montrait. Tu le vois, lui? Mais ce qu'il a vu, je vais te le dire. À partir de la muraille du château fort, la mer est libre jusqu'à la baie de Kjög, et la passe est large jusqu'à la côte de Seeland, devant le champ de Seridlev et le champ de Solberg, où sont les grands villages. La nouvelle ville s'accroît de plus en plus avec ses maisons à pignons en poutre. Il y a des ruelles entières pour les cordonniers et les teinturiers, pour les marchands d'épices et les brasseurs. Il y a le champ de foire, la maison de confrérie, et tout près du rivage, où précédemment était une île, est la magnifique église Saint-Nicolas. Elle a une tour et une flèche extrêmement hautes, comme elles se mirent dans l'eau claire. Non loin de là est l'église Notre-Dame, où les messes sont chantées. L'encens embaume, les cierges de cire sont allumés. Le port de marchand, Kjömoncho, est maintenant ville de l'évêque. L'évêque de Roskilde commande et gouverne. L'évêque Erlandsson réside dans la maison d'Axel. On fait cuire les rôtis dans la cuisine, on offre la bière et le claret.
On entend un bruit de vielle et de timbales. Flambeaux et lampes brûlent, le château brille comme s'il était le fanal du pays entier. Le vent du nord-ouest souffle sur les fortifications de la ville à l'ouest. Un simple ouvrage en planches. Elles tiennent. Au dehors est le roi de Danemark, Christophe Ier. Les révoltés l'ont battu à Skjelskur. Il cherche asile dans la ville de l'évêque. Le vent gronde et dit comme l'évêque: Reste dehors, reste dehors, la porte est fermée pour toi. C'est un temps de discorde, des jours pénibles. Chaque homme veut être son maître. La bannière de Holstein flotte sur la tour du château. C'est la misère et les soupirs. C'est la nuit d'angoisse. Conflit dans le pays et peste noire, profondes ténèbres. Mais alors viennent des jours meilleurs. La ville de l'évêque est maintenant la ville du roi. Elle a des maisons à pignons et des rues étroites. Elle a veilleurs et hôtel de ville. Elle a un gibet maçonné à la porte de l'ouest. Aucun homme étranger à la ville ne doit y être pendu. Il faut être citoyen de la ville pour avoir le droit de se balancer là, de monter si haut, de voir Kjög et les poules de Kjög. C'est un charmant gibet, dit le vent du nord-ouest. La beauté progresse. Et il siffla et souffla. Les Hanséates arrivèrent, dit Parrain. Ils arrivèrent de leurs magasins et comptoirs, les riches marchands de Rostock, de Lübeck et de Brême. Ils voulaient happer plus que la poule aux œufs d'or dans la tour de Valdemar. Ils faisaient la loi dans la ville du roi danois, plus que le roi danois lui-même. Ils vinrent avec des vaisseaux armés. Personne n'était prêt. Le roi Éric n'était d'ailleurs pas disposé à se battre avec ses cousins allemands. Ils étaient trop nombreux, trop forts. Le roi Éric et tous ses courtisans s'enfuirent en hâte par la porte de l'ouest, vers Sereux, vers le lac paisible et les forêts vertes, vers les champs d'amour et le choc des coupes. Mais quelqu'un demeura à Copenhague, cœur loyal, âme loyale. Vois-tu cette image? Cette jeune femme élégante et mince, aux yeux bleus de mer et aux cheveux jaunes de lin. C'est Philippa, reine de Danemark, princesse anglaise. Elle reste dans la ville affolée, ou, dans les petites rues et ruelles, aux escaliers raides, aux hangars et magasins fermés, les citadins fourmillent et ne savent où donner de la tête. Elle a le cœur et le courage d'un homme. Elle convoque bourgeois et paysans, les exhorte, remonte leur morale. On grée les vaisseux, les fortins sont garnis d'hommes, les pièces d'artillerie retentissent, crachent feu et fumée. On est de bonne humeur. Notre Seigneur n'abandonne pas le Danemark. Et le soleil brille dans tous les cœurs, lui dans tous les yeux. C'est la joie de la victoire. Bénie soit Philippa. Elle est dans les cabanes, elle est dans les maisons, elle est au château royal, où elle soigne les blessés et les malades. J'ai découpé une couronne que j'ai placée autour de l'image, dit Parrain. Bénie soit la reine Philippa. Nous faisons un bond au-dessus des années, dit Parrain. Copenhague aussi fait un bond. Le roi Christian Ier a été à Rome, a été béni par le pape, on lui a rendu les honneurs sur le long parcours. Il construit chez nous un bâtiment de briques. C'est là que la science progressera, sera exposée en latin. L'enfant pauvre venu de la charrue et de l'atelier peut y prendre part aussi, mendier pour obtenir le long manteau noir et ample, chanter à la porte des bourgeois. Tout près du bâtiment de la science, où tout est latin, se trouve une petite maison. Là règne la langue danoise et les usages danois. On a de la soupe à la bière au repas du matin et le dîner est à 10 heures du matin. Le soleil luit par les petits carreaux sur le garde-manger et la bibliothèque. Celle-ci renferme des trésors littéraires. La couronne de roses et les divines comédies de Sir Mickels, le livre de médecine de Henrik Harpestreng et la chronique rimée de Danemark, du frère Niels de Soreux. Tout Danois doit les connaître, dit le chef de la maison, et il est homme à les faire connaître. C'est le premier imprimeur du Danemark, le Hollandais, Godfred von Gemen. Il exerce l'art magnifique et béni, l'art de l'imprimeur. Et les livres arrivent dans le château du roi et dans la maison du bourgeois. Proverbes et chants acquièrent la vie éternelle. Ce que l'homme n'ose pas dire en sa douleur et sa joie, l'oiseau du chant populaire le chante en termes fleuris et tout de même clairs. Il vole librement, il traverse le salon du bourgeois, le château du chevalier.
Faucon, il se pose sur la main de la haute demoiselle. Il se glisse sous la forme de petites souris et pépit dans le chenil, pour le paysan asservi. Bavardage que tout cela, dit l'aigre vent du nord-ouest. C'est le printemps, dirent les rayons du soleil. Voyez la verdure qui point. Continuons à feuilleter notre livre d'images, dit Parrain. Comme Copenhague est radieux. Voilà le tournoi et les jeux. Voici un somptueux cortège. Regarde les nobles chevaliers en armure. Regarde les grandes dames en soie et or. Le roi Hans donne sa fille Élisabeth à l'électeur de Brandebourg. Comme elle est jeune, comme elle est contente, elle marche sur le velours, elle pense à son avenir, le bonheur dans le ménage. Tout près d'elle se tient son loyal frère, le prince Christian, au regard triste et au sang bouillant. Il est aimé des bourgeois, il connaît leurs ennuis, il pense à l'avenir des pauvres gens. Dieu seul décide du bonheur. Continuons à feuilleter notre livre d'images, dit Parrain. Le vent souffle fort, il chante l'épée tranchante, les temps difficiles, les temps de discorde. Il fait un froid glacial, on est au milieu d'avril. Pourquoi la foule se presse-t-elle en face du château, devant la vieille douane? Où est le vaisseau royal avec voiles et drapeaux? On voit des gens aux fenêtres et sur les toits. Règne la tristesse, le chagrin et l'attente inquiète. Les regards sont dirigés vers le château, où tout à l'heure les torches dansaient dans les salles dorées, mais qui est maintenant vide et sans mouvement. Les gens regardent la fenêtre en saillie, où si souvent le roi Christian a contemplé, par-delà le pont de la cour, la ruelle étroite où demeurait sa petite Colombe, la jeune Hollandaise qui l'a ramenée de Bergen. Les volets sont fermés, la foule observe le château. Voici qu'on ouvre le portail, le pont-levis est baissé. Le roi Christian arrive avec sa fidèle épouse Élisabeth. Elle ne veut pas quitter son royal seigneur, maintenant qu'il est dans une telle détresse. Son sang était ardent, sa pensée ardente. Il voulait rompre avec les temps anciens, briser le joug du paysan, favoriser le bourgeois, rogner les ailes autour des autours rapaces. Mais ils étaient trop nombreux pour lui. Il abandonne pays et royaumes afin de trouver au dehors amis et alliés. Sa femme et des hommes dévoués l'accompagnent. Tous les yeux se mouillent à cette heure de la séparation. Des voix se mêlent dans le chant de l'époque, pour lui et contre lui, un chœur à trois parties. Écoute les paroles de la noblesse. Elles sont écrites et imprimées. Malheur à toi, Christian le mauvais. Le sang versé sur la grande place de Stockholm proclame à grands cris malédiction sur toi. Et les moines proclament la même condamnation. Sois réprouvé par Dieu et par nous. Tu as introduit ici la doctrine de Luther. Tu lui as donné église et chair. Tu as fait parler la langue du diable. Malheur à toi, Christian le mauvais. Mais paysans et bourgeois sont profondément affligés. Christiane, chérie du peuple, le paysan ne pourra pas être vendu comme du bétail, ne pourra pas être échangé contre un chien de chasse. Cette loi-là est à Chartres. Mais la parole du pauvre est comme de la paille au vent. Et le bateau passe devant le château, et les bourgeois courent au remblai pour voir encore une fois la nef royale qui s'éloigne. Le temps est long, le temps est dur. Ne comptez pas sur les amis, ne comptez pas sur les parents. L'oncle Frédéric au château de Kiel aurait bien voulu être roi du pays. Tu vois cette image? Le fidèle Copenhague? Partout il y a des nuages très noirs avec des images, et encore des images. Regarde chacun d'eux. C'est un tableau éclatant, il éclate encore en légendes et chansons. Le temps difficile, dur, amer, au cours des ans. Qu'advient-il du roi Christian, l'oiseau errant? Les oiseaux ont chanté là-dessus. Ils volent loin, par-dessus terre et mer. La cigogne est venue de bonne heure du sud au printemps par les pays allemands. Voici ce qu'elle avait vu. J'ai vu le roi Christian s'enfuir en voiture sur la lande couverte de bruyère. Il y rencontra un misérable équipage attelé d'un cheval. Une femme y était assise, la sœur du roi Christian, la margrave de Brandebourg. Fidèle à la doctrine de Luther, elle avait été chassée par son mari. Sur la sombre lande se rencontrèrent les enfants royaux exilés. Le temps est dur, le temps est long. Ne comptez pas sur les amis ni les parents.
L'hirondelle arriva du château de Sunderborg avec un chant de lamentation. Le roi Christian est trahi. Il est dans la tour profonde comme un puits. Ses pas lourds creusent des traces dans le dallage. Ses doigts laissent des marques dans le marbre dur. Quelle douleur a eu ces mots qui furent griffés dans la pierre. L'aigle pêcheur arriva de la mer rouleuse. C'est la mer libre au large. Un navire y flotte. C'est le hardi Soren Norby de Fioni. Le bonheur l'accompagne, mais le bonheur est changeant comme le vent. En Huiland et en Fioni crient corbeaux et corneilles. Nous volons dans les airs, tout va, il y a ici des cadavres de chevaux et d'hommes aussi. C'est un temps de discorde, c'est la querelle du comte. Le paysan prit sa maillotche, le bourgeois de province son couteau. Ils crièrent bien haut. Nous tuerons les loups, il ne faut pas qu'il en reste un petit. Des nuages de fumée s'élèvent des villes brûlées. Le roi Christian est prisonnier au château de Sunderborg. Il n'est pas libéré, ne voit pas Copenhague et son affreuse misère. À Noorefelen, Christian III est dans la même situation que son père. L'angoisse est dans la ville, avec la famine et la peste. Une femme amaigrie en haillons est appuyée contre le mur de l'église. C'est un cadavre. 2 enfants vivants sont couchés sur ses genoux et sucent le sang des seins de la morte. Le courage est tombé, la résistance tombe. Ô fidèle Copenhague! On sonne la fanfare, écoutez timbales et trompettes. En riches vêtements de soie et de velours, les plumes au vent, arrivent les nobles seigneurs sur des chevaux aux harnais dorés. Ils vont à la vieille place. Est-ce un carrousel ou un tournoi? Bourgeois et paysans dans leurs plus beaux habits se dirigent aussi par là. Qu'y a-t-il à voir? Un bûcher est-il dressé pour brûler les tableaux papistes, ou le bourreau est-il là comme il se tenait près du bûcher de Slagox? Le roi, maître du pays, est luthérien. Il faut que ce soit su, affirmé, reconnu. De hautes dames et nobles demoiselles siègent avec de grandes collerettes et des perles sur la toque, aux fenêtres ouvertes, et assistent à cette solennité. Sur un tapis étalé, sous un toit de draperie, est assis le conseil du royaume en costume antique, près du trône du roi. Le roi se tait. On lit en danois sa volonté, la volonté du conseil du royaume. Bourgeois et paysans entendent des paroles sévères, paroles de réprobation, pour toute la résistance qu'ils ont montrée à la grande noblesse. Le bourgeois est humilié, le paysan devint serf. Puis est prononcée la condamnation des évêques du pays. Leur puissance est abolie. Tous les biens de l'Église et des couvents sont attribués au roi et à la noblesse. De pauvres oiseaux arrivent clopinants, arrivent boitillants. De riches oiseaux arrivent frémissants, arrivent pétulants. L'époque du changement a des nuages lourds, mais des éclats de soleil aussi. À ce moment même, il brilla dans la maison de la science, le foyer de l'étudiant, et des noms en sont sortis, qui brillent jusqu'aujourd'hui. Hans Tausen, le pauvre fils du forgeron de Fioni. Il est venu de Birkende, jeune garçon. Dans tout le Danemark, son nom est populaire. Luther danois, il a brandi l'épée du Verbe, et dans le cœur du peuple a vaincu par l'esprit. Là brille le nom latin Petrus Palladius, en danois Peter Plade, évêque de Roskilde, fils d'un pauvre forgeron du pays des Jutes. Et parmi les noms de la noblesse rayonne Hans Fries, chancelier du royaume. Il invitait l'étudiante à sa table, prenait soin de lui et de l'écolier aussi. Et il en est un par-dessus tous qui recueille hurrahs et chants. Tant qu'il sera au port d'Axel, un étudiant sachant écrire toujours le nom du roi Christian sera salué de hurrahs. Il y avait des rayons de soleil entre les lourds nuages en ces temps de bouleversement. Nous tournons la page. Qu'est-ce qui bruite et chante dans le grand Belt, sous la côte de Samsø? De la mer surgit une ondine aux cheveux verts d'algues. Elle prédit aux paysans
Un prince va naître, qui deviendra un roi puissant et fort. Il naquit aux champs, sous l'aubépine en fleurs. Aujourd'hui, son nom fleurit dans les légendes et les chants, dans les manoirs et les châteaux, partout. La bourse surgit avec sa tour et sa flèche. Rosenborg s'éleva, regarda au loin par-dessus le remblai. L'étudiant même eut son foyer, et tout près de là se dresse, comme un index qui montre le ciel, la tour ronde, pilier d'Uranie, qui regarde vers Heaven, où était Uranienborg. Ses coupoles dorées brillaient au clair de lune, et des ondines chantaient l'homme qui habitait là, que les rois et les grands venaient voir, intelligence supérieure de son noble Tycho Brahe. Il a porté si haut le nom du Danemark qu'il fut connu comme le ciel étoilé de tous les pays de la terre, et le Danemark l'a repoussé. Il chanta sa consolation dans la douleur. Le ciel n'est-il pas partout? Qu'ai-je donc besoin de plus? Son chant a la vie du chant populaire, comme le chant de l'ondine sur Christian IV. Maintenant vient une page qu'il faut bien regarder, dit Parrain. Il y a là image sur image, de même que, dans la chanson héroïque, strophe sur strophe. C'est un chant fort agréable pour commencer, très lamentable pour finir. Une enfant royale danse au château du roi. Comme elle est jolie à voir. Elle est sur les genoux de Christian IV. C'est sa fille, chérie Éléonore. Elle grandit avec toutes les vertus féminines. Corfitz Uldelf, l'homme le plus distingué de la puissante noblesse, est son fiancé. Elle est encore enfant. Elle est fouettée par sa sévère gouvernante. Elle se plaint à son fiancé, et elle a raison. Elle est intelligente, loyale, instruite, sait le grec et le latin, chante en italien avec son luth, sait parler du pape et de Luther. Le roi Christian repose dans le caveau de la cathédrale de Roskilde. Le frère d'Éléonore est roi. On voit l'éclat et le faste au château de Copenhague. On y voit le talent et la beauté. Et d'abord la reine elle-même, Sophie Amalie de Lunebourg, qui monte à cheval mieux qu'elle, qui, dans la danse, a une pareille majesté, qui parle avec esprit et savoir comme la reine de Danemark. Éléonore Christine Huttfeld. Ces mots ont été prononcés par l'ambassadeur français. Par la beauté et par la raison, elle nous éclipse tous. Sur le parquet ciré du château, la bardane de la jalousie poussa. Elle s'implanta. Elle enchevêtra autour d'elle les outrages de l'ironie. Cette bâtarde! Sa voiture doit s'arrêter au pont du château. Où la reine roule, madame doit aller à pied. Les commérages vont leur train avec calomnies et mensonges. Et Huttfeld prend sa femme par la main par une nuit paisible. Il a les clés des portes de la ville. Il en ouvre une. Les chevaux attendent en dehors. Le couple chevauche le long de la côte et gagne en bateau le pays suédois. Et nous tournons la page. Comme la chance tourne pour le couple. On est en automne, la journée est courte, la nuit longue. Il fait gris et humide, le vent est froid et de plus en plus violent. Il gronde dans le feuillage des arbres du remblai. Les feuilles s'envolent dans la maison de Peter Hawks. Elle est vide, abandonnée par ses maîtres. Le vent souffle sur Christenshaw, autour de la maison de Keiluck, qui est aujourd'hui maison d'arrêt. Lui-même est déshonoré et banni. Ses armes sont brisées, son portrait pendu au plus haut gibet. Ainsi sont punies ses paroles frivoles, étourdies sur la reine estimée du pays. Le vent hurle et traverse la place nue où a été la maison du grand sénéchal. Il n'en reste qu'une pierre. Je l'ai poussée là comme une pierre déboulie qu'emporte la glace flottante, mugit le vent. La pierre aborda là où depuis a surgi Tuvzeux, que j'ai maudit. Puis elle est venue dans la maison de Messire Huttfeld, où sa femme chantait au son du luth, lisait du grec et du latin et se dressait fièrement. Maintenant ne se dresse que la pierre avec l'inscription « À l'éternelle honte du traître Corfitz Huttfeld ». Mais où est-elle maintenant, cette grande dame? Oui, oui, siffle le vent d'une voix aiguë. Dans la tour bleue, derrière le château, à l'endroit où la mer frappe contre l'enceinte, elle réside depuis de nombreuses années. Il y a dans sa chambre plus de fumée que de chaleur. La petite fenêtre est haute sous le plafond. L'enfant gâté du roi Christian IV, la plus exquise demoiselle et dame, comme elle vit médiocrement,
comme elle vit mal. Le souvenir garni de rideaux et de tapis les murs enfumés de la prison. Elle se rappelle le temps délicieux de sa jeunesse, les traits doux et superbes de son père. Elle se rappelle son splendide cortège nuptial, les jours de sa gloire, son temps de misère en Hollande, en Angleterre et à Bornholm. Rien ne paraît pénible au véritable amour. Mais en ce temps-là, elle était avec lui. Maintenant, elle est seule, à jamais seule. Elle ne sait où est sa tombe, et nul ne le sait. Fidèle à son mari, c'était là tout son crime. Elle est restée ainsi, de longues et nombreuses années. Le temps ne s'arrête jamais, mais nous voulons nous arrêter un instant, penser à elle, et à ce que dit la chanson. À mon mari, j'ai tenu mon serment dans la misère et la grande détresse. Vois-tu cette image, dit Parrain? Le gel crée un pont entre l'Hollande et Fioni, un pont pour Carl Gustave, qui ne cesse d'avancer. On pille, on brûle, c'est la terreur et la misère dans tout le pays. Le Suédois est devant Copenhague. Il fait un froid cuisant, et la neige tourbillonne. Mais fidèles à leur roi et fidèles à eux-mêmes, hommes et femmes sont prêts à la lutte. Tout artisan, commis de boutique, étudiant et maître, est sur les remparts pour la défense. On ne craint pas les boulets rouges. Le roi Frédéric a juré qu'il voulait mourir dans son nid. À cheval, il monte là-haut, et la reine avec lui. On a du courage, de la discipline et un esprit patriotique. Que le Suédois mette son suaire et se glisse en avant dans la neige blanche, qu'il essaye de se lancer à l'assaut. On jette sur lui des poutres et des pierres. Les femmes viennent même avec des chaudrons à brasser et versent de la poix et du goudron bouillant sur les ennemis à l'escale. Cette nuit-là, rois et bourgeois sont une puissance unie. Et c'est le salut, et c'est la victoire. Les cloches sonnent, les actions de grâce retentissent. Peuple bourgeois, tu as gagné là tes éperons de noblesse. Qu'est-ce qui vient maintenant? Regarde cette image. La femme de l'évêque Svan arrive en voiture fermée. La grande puissante noblesse peut seule le faire. Les fiers barons mettent la voiture en pièces. La femme de l'évêque est obligée d'aller à pied à son évêché. Est-ce là toute l'histoire? L'accès d'indolence va bientôt être mieux brisé. Le maire, Hans Nansen, et l'évêque Svan se tendent la main pour agir au nom du Seigneur. Ils causent avec raison et loyauté. Cela s'entend à l'église et dans la maison du bourgeois. L'accord conclut d'une poignée de main. Le port est barré, les portes sont fermées, la cloche d'alarme sonne. Le pouvoir est donné au roi seul, qui est resté dans son nid à l'heure du danger. Qu'il gouverne, qu'il règne sur grands et petits. C'est l'époque du pouvoir absolu. Nous changeons de page, et le temps aussi. Allô, allô! La charrue est délaissée, on laisse pousser la bruyère, mais la chasse est bonne. Allô, allô! Écoutez les cors qui résonnent et les chiens qui aboient. Voyez la troupe des chasseurs, voyez le roi lui-même, le roi Christian V. Il est jeune et s'amuse. Gaieté au château et dans la ville. Dans les salles, bougies de cire, dans les maisons, flambeaux, et les rues ont des lanternes. Tout un éclat nouveau. La nouvelle noblesse qu'on a fait venir d'Allemagne, barons et comtes, reçoit faveurs et présents. Ce qui compte, c'est titres, rangs et langue allemande. Alors on entend une voix vraiment danoise, celle du fils de Tisserand, devenu évêque. C'est la voix de Kingo. Il chante ses psaumes esquis. Il y a un autre fils de bourgeois, un fils de marchand de vin, dont la pensée rayonne dans la loi et le droit. Son code a été une mine d'or pour le nom du roi, et demeurera dans les temps à venir. Le fils de bourgeois, l'homme le plus puissant du pays, reçoit un blason, et a aussi des ennemis, si bien que l'épée du bourreau, sur le lieu du supplice, va trancher la tête de Griffenfeld. Alors intervient la grâce. Sa peine sera la prison perpétuelle. On l'envoie sur un îlot rocheux près de la côte de Trondheim. Munkholm, la Sainte Hélène du Danemark. Mais la danse tourne légère dans les salons du château. La pompe est éclatante, la musique alerte, courtisans et dames dansent.
Et c'est maintenant l'époque de Frédéric IV. Vois les fiers vaisseaux avec les drapeaux de victoire, vois la mer houleuse. Oui, on peut parler de grands exploits, de la gloire du Danemark. Nous nous rappelons des noms, le victorieux Seet et Guldenløve. Nous nous rappelons Huitfeldt, qui, pour sauver la flotte danoise, a fait sauter son navire et s'est envolé vers le ciel dans le Dannebrog. Nous pensons à ce temps et au temps d'alors, et aux héros surgis des Fjeldes de Norvège pour la défense du Danemark. Peter Tordenskjold, de la mer superbe, de la mer tumultueuse, son nom retentit comme le tonnerre d'une côte à l'autre. Un éclair a frappé au travers de la poudre, le tonnerre a troublé les murmures du temps. Un apprenti tailleur a sauté de sa table, des côtes de Norvège, une barque est partie, et l'esprit des Vikings a volé de nouveau sur la mer du Nord, jeune et hardi sein d'acier. Une brise vint de la côte du Groenland, telle que le parfum du pays de Bethléem. Hans Egede et sa femme répandaient la lumière de l'Évangile. La moitié de la page que voici a donc un fond d'or. L'autre moitié, qui exprime la douleur, est gris de cendre avec des taches noires, comme en font les étincelles du feu, comme on produit maintes maladies. À Copenhague sévit la peste. Les rues sont vides, les portes barrées. Ça et là une croix est dessinée à la craie. La maladie est là. Mais où la croix est noire, tout le monde est mort. La nuit, on emporte les cadavres, sans sonner les cloches. On prend aussi dans la rue ceux qui sont à moitié morts. Les fourgons font grand bruit, ils sont pleins de cadavres. Mais de l'auberge résonnent affreusement les chansons et les cris sauvages des gens ivres. Ils veulent, en buvant, oublier leur misère. Ils veulent oublier, finir, finir. Tout a une fin. La page finit ici par un autre temps de misère et d'épreuve pour Copenhague. Le roi Frédéric IV vit encore. Ses cheveux ont grisonné au cours des ans. De la fenêtre de son château, il regarde le temps orageux. L'année s'achève. Dans une petite maison du côté de la porte de l'ouest, un garçon joue avec sa balle. Elle vole dans le grenier. Le petit prend un bout de chandelle, monte la chercher. Voilà le feu allumé dans la petite maison, dans toute la rue. L'air est embrasé, les nuages luisent. Voyez grandir les flammes. Il y a de quoi nourrir le feu, il y a du foin et de la paille, il y a de la graisse et du goudron, il y a des chantiers de bois pour l'hiver. Et tout brûle. On se lamente, on crie, le désordre est extrême. Le vieux roi vient à cheval parmi la foule grouillante. Il ranime les gens, donne des ordres. On fait sauter à la poudre, on détruit des maisons. Maintenant, ça brûle dans le quartier des Neures. Et les églises brûlent, Saint-Pierre, Notre-Dame. Écoutez le carillon qui chante son dernier chant. Détourne ta colère, Dieu de grâce. Seule la tour ronde et le château demeurent. Il n'y a tout autour que terrain fumant. Le roi Frédéric IV aime le peuple, il le console et le nourrit. Il est avec le peuple, il est l'ami des sans-abri. Béni soit Frédéric IV. Regarde maintenant cette page. Vois le carrosse doré avec des domestiques partout, des cavaliers armés devant et derrière. Il vient du château, où une chaîne de fer est tendue pour empêcher les gens de trop s'approcher. Tout homme qui n'est pas noble doit traverser la place détenue. Mais on n'en voit pas beaucoup. Les gens évitent cet endroit. Quelqu'un arrive pourtant, le regard baissé, le chapeau à la main. Et c'est justement l'homme de ce temps que nous célébrons. Ces paroles étaient un vent qui purifiait, ramenant le soleil pour les jours à venir. Les modes infiltrés comme des sauterelles fuyaient et regagnaient leur pays d'origine. C'est la raison et l'esprit, c'est Ludwig Holberg. On a fermé la scène danoise, le château de sa grandeur, comme si c'était une maison de scandale. Tout plaisir est condamné. Danse, chant et musique sont défendus et bannis. C'est le règne du christianisme sévère. Der Dennenspritz, comme l'appelait sa mère. Son temps arrive maintenant avec un beau soleil. Chants d'oiseaux, joie et gaieté. Frédéric V est roi. Et on enlève les chaînes de la place du château. La scène danoise est rouverte.
On entend des rires, on s'amuse, on est de bonne humeur, et les paysans font cortège à l'été. C'est un temps de plaisir après un temps de jeûne et de découragement. On cultive le beau, les fleurs et les fruits sont motifs de musique, de couleurs, de sculpture. Écoutez la musique de Grétry, voyez le jeu de London Man, et la reine de Danemark aime ce qui est danois. Louise d'Angleterre, douce et charmante, que Dieu te bénisse au ciel. Les rayons du soleil chantent délicieusement en chœur sur les reines du pays danois. Philippa, Élisabeth, Louise. La dépouille terrestre est depuis longtemps au caveau. Mais les âmes vives et les non vives. L'Angleterre envoie de nouveau une fiancée royale. Mathilde, toute jeune et bientôt délaissée. Les poètes te chanteront un jour, chanteront le cœur jeune et l'heure de l'épreuve. Et le chant a un pouvoir, une puissance indicible au cours des temps et sur le peuple. Vois l'incendie du château, le palais du roi Christian. On cherche à sauver ce qu'il y a de mieux. Vois les gens de Holmen traîner à grand-peine un panier plein d'argenterie et d'objets précieux. C'est une grande richesse. Mais soudain, par la porte ouverte, où les flammes luisent, ils aperçoivent un buste de bronze, Christian IV, et ils jettent la richesse qu'il porte. Son portrait vaut pour eux beaucoup plus. C'est cela qu'ils doivent sauver, si lourd que cela puisse être à porter. Ils le connaissent par le chant d'Ewald, par la charmante mélodie d'Hartmann. Il y a une puissance dans le verbe et le chant, et ils retentiront un jour pour la pauvre reine Mathilde. Continuons à tourner les pages de notre livre d'images. Sur la place d'Ulfeld était dressée la pierre d'infamie. Où dans le monde en a été dressée une pareille? À la porte de l'ouest fut dressée une colonne. Combien dans le monde y en a-t-il de pareilles? Les rayons du soleil ont caressé la pierre sur laquelle s'élève la colonne de la liberté. Toutes les cloches des églises sonnaient, les drapeaux flottaient, le peuple poussait des cris d'allégresse pour le prince héritier Frédéric. Jeunes et vieux portaient dans leur cœur et sur leurs lèvres les noms de Berstorff, Reventlow, Kolbjörsen. L'œil radieux et le cœur reconnaissant, on lisait la belle inscription sur la colonne. Par ordre du roi, la résidence forcée est abolie. Les lois agraires sont mises en vigueur afin que le paysan devienne intrépide et instruit, travailleur et bon, honnête citoyen heureux. Quel jour lumineux, quel soleil dans la ville! Les esprits de lumière ont chanté. Le bien est en progrès, le beau est en croissance, bientôt la pierre de la place d'Ulfeld tombera, mais la colonne de la liberté restera au soleil, bénie par Dieu, le roi et le peuple. Nous avons une vieille grande route qui va au bout du monde. Sur la vaste mer, ouverte aussi bien aux amis qu'aux ennemis, l'ennemi apparaît. La puissante flotte anglaise approchait. Une grande puissance en attaquait une petite. La lutte fut dure, mais le peuple brave. Chacun resta ferme et vaillant et ouvrit les bras à la mort. On gagna l'admiration de l'ennemi et l'enthousiasme des poètes du Danemark. Cette journée de bataille est commémorée aujourd'hui avec un grand déploiement de drapeaux. Le glorieux 2 avril du Danemark, la bataille de la Rade le jeudi saint. Des années ont passé. Une flotte a été vue dans le Øresund. S'agit-il de la Russie ou du Danemark? On ne sait pas. Personne même à bord ne sait. On raconte dans la légende populaire qu'au matin, dans le Øresund, après avoir ouvert et lu l'ordre cacheté où était écrit « S'emparer de la flotte danoise », un jeune capitaine, magnanime en parole et en acte, un fils d'Angleterre, s'avança vers son chef. « J'ai juré, dit-il, de combattre jusqu'à ma mort pour le drapeau de l'Angleterre en combat loyal, mais non d'écraser l'ennemi sous le nombre. » Sur quoi il se précipita par-dessus bord. Et la flotte aussitôt cingla vers Copenhague, loin de l'endroit où la bataille allait sévir. Gisait le capitaine, on ignore son nom, mort dans cette eau glacée, cachée par les eaux noires. Le courant le poussait, des hommes de Suède, revenant de pêcher par la nuit étoilée, l'ont trouvé, l'ont porté dans leur barque à la côte,
et à ce mort on dérobé ses épaulettes. L'ennemi était devant Copenhague. La ville était en flammes. Nous perdîmes la flotte, mais non le courage et la foi en Dieu. Il humilie, mais relève. Les blessures guérissent, comme dans les combats des Valkyries. L'histoire de Copenhague est pleine de réconfort. La croyance du peuple a toujours été telle. Notre Seigneur est un ami du Danemark. Pourvu qu'on tienne ferme, il maintient à son tour, et le soleil luira demain. Il brilla bientôt sur la ville restaurée, sur de riches champs de blé, sur le talent et l'intelligence par un jour d'été pacifique et béni, où la poésie dressa son mirage aux splendides couleurs avec Olenschläger. Et la science fit une découverte. On trouva beaucoup plus qu'une corne d'or des temps anciens. Ce fut un pont d'or. Pont pour l'éclair de la pensée, pénétrant à jamais les pays et les peuples. Hans Christian Ørsted y inscrivit son nom. Et voyez, près du château, contre l'église, fut élevée une maison pour laquelle même les hommes et les femmes les plus pauvres donnèrent leur obole. Tu te rappelles, plus haut dans le livre d'images, dit Parrain, les vieux blocs de pierre détachés des fields de Norvège et amenés ici sur la glace. Ils sont soulevés de nouveau du profond banc de sable, au commandement de Thorvaldsen, dans la beauté du marbre. C'est merveilleux à voir. Rappelle-toi ce que je t'ai montré et ce que je t'ai raconté. Le fond de sable de la mer s'est soulevé, a été une protection pour le port, a porté la maison d'Axel, a porté la maison de l'évêque et le château du roi, et porte aujourd'hui le temple de la beauté. Les paroles de malédiction sont dissipées, et ce que les fils de la lumière chantaient joyeusement sur l'avenir est réalisé. Bien des orages sont venus, il peut en venir et il en viendra encore. Le vrai, le bien et le beau l'emporteront. Et le livre d'images est achevé, mais non l'histoire de Copenhague, loin de là. Qui sait de quoi tu seras un jour témoin? Tout a paru souvent bien noir. Un orage a soufflé, mais le soleil lumineux n'est pas emporté, il demeure. Et plus fort encore que le plus lumineux soleil est Dieu. Notre Seigneur ne règne pas qu'à Copenhague. Ainsi parla Parrain, et il me donna le livre. Ses yeux étaient brillants, tant il était sûr de son fait. Et je pris le livre avec autant de joie, de précaution et de fierté que lorsque j'avais récemment porté ma petite sœur pour la première fois. Et Parrain dit, « Je me demande pas mieux que tu montres le livre d'images. Tu peux bien dire aussi que j'ai disposé, collé, dessiné tout l'ouvrage. Mais il est essentiel que l'on sache tout de suite d'où l'idée m'en est venue. Tu le sais, raconte-le. L'idée provient des vieilles lampes à huile qui, justement, le dernier soir où elles sont brûlées, ont montré, au réverbère à gaz de la ville, comme dans un mirage, tout ce qui avait été vu depuis que fut allumée la première lumière au port, jusqu'à ce moment où Copenhague, ce soir-là, fut éclairée à la fois à l'huile et au gaz. Tu peux montrer le livre à qui tu voudras, c'est-à-dire à des personnes au regard doux, au caractère aimable, mais s'il vient un cheval de Hell, ferme le livre d'images de Parrain. Fin de la lecture du conte Le livre d'images de Parrain. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.